Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Sinners de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan et Michael B. Jordan. Alors Sinners, je l'attendais, c'était un des films de l'année que j'attendais, donc ça me fait plaisir de reprendre les vidéos après 2 mois d'absence. Je suis désolé, le déménagement, tout ça, vous savez ce que c'est. Ça fait plaisir de reprendre les vidéos avec ce film-là. Ryan Coogler, c'est Fruitvale Station, c'est dur à dire. Black Panther 1, 2, Creed 1, après producteur des suites, mais toujours avec Michael B. Jordan. C'est son acteur fétiche que moi j'avais repéré dans Chronicle à l'époque, qui est un acteur que j'aime bien. J'aime bien. Même si dans Creed 3, je l'ai trouvé un petit peu mollasson. Là, ça m'a fait plaisir de le retrouver dans un film, surtout de Ryan Coogler, qui sait extrêmement bien le diriger, et surtout, on attaque sur du film d'horreur. Alors, c'est un genre que Ryan Coogler n'a pas encore fait, pour l'instant, et donc ça m'intéressait de voir ce qui valait dans ce format, dans ce genre, et surtout ce que Michael B. Jordan pouvait nous apporter, parce qu'il joue un rôle double. Il fait des frères jumeaux, Smoke and Stack, et donc, du coup, il y avait un challenge pour Michael B. Jordan de faire 2 rôles différents avec la même tronche. Et qu'est-ce que ça donne alors? Du coup, Sinners, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi faire? Mais où est donc Ornicar? Vous commencez à connaître la formule. Donc, comme je l'ai dit, j'attendais le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Alors, c'est compliqué. Je sais pas si c'est compliqué, mais c'est, sans être une daube, c'est pas exceptionnel. Donc bon, pour la reprise, c'est pas excellent, mais bon, c'est pas grave. Surtout que en fin d'année, on a eu l'excellentissime Nosferatu, film de vampire. Parce que oui, Sinners, c'est un film de vampire. Il y a une petite... Alors je sais pas si c'est une influence, moi je l'ai ressenti comme ça, de From Dusk Till Dawn, donc comment ça s'appelle en français? Désolé, j'aime pas faire ça, mais j'ai tellement l'habitude de l'appeler comme ça, ce film. Une nuit en enfer, avec Tarantino et George Clooney et tout le bazar. C'est un film... le film dure 2h18. Et comme Une nuit en enfer, il y a la moitié du film, ça te présente un truc, et à la moitié du film, ça part complètement en vrille, et ça te présente autre chose. Pour rester vague. Pour ceux qui n'auraient pas vu Une nuit en enfer. Là, c'est un peu le même délire. 2h18. Alors, j'ai pas vu les 2h18. Vraiment, je les ai pas vus passer. Donc, je me suis pas ennuyé. Donc, c'est un bon film. C'est un bon signe, pardon. Mais, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire 2h18 sur ça? Sachant que il y a des je dirais pas qu'il y a des messages contradictoires dans le film, mais il y a des trucs qui me semblent bizarres et je comprends pas l'imbrication de plusieurs éléments dans le film. Voilà, donc j'ai pas compris certains choix. On va en parler du coup, et du coup peut-être que vous pourrez m'apporter la réponse. Le film est super léché, il est ultra beau. Niveau visuel, ça tape bien. Il y a quelques effets spéciaux, notamment des fonds verts sur tout ce qui est trajet en voiture. Ça pique un peu les yeux, sincèrement. Mais on va avoir des plans vraiment beaux sur tout ce qui est paysage. On a notamment des couchers de soleil qui sont vraiment sympas. Vers la fin du film, il y a du ciel en CGI. Même si le rendu est beau, moi je vois que c'est numérique et ça m'a sorti de la scène. À la fin, pareil, les trajets en bagnole, ça m'a sorti du film plusieurs fois. J'ai pas trouvé ça super joli. Tout ce qui est décor naturel, c'est magnifique. Il a un œil vraiment Coogler pour choper les plans qui tapent bien. On a le film qui commence sur un mec qui arrive en bagnole devant une chapelle. Là, on est devant la chapelle, le mec en face. La chapelle est blanche, le mec est noir et habillé en couleur foncée. Donc en fait, il ressort ultra bien par rapport à la paroisse blanche. Et le plan est ultra composé avec l'amorce de la voiture sur le côté.
lui au milieu de l'écran, la chapelle, quand il rentre, on voit les arcs-boutants et tout, on voit les sièges, le passage au milieu avec qui conduit au pupitre du prêtre. La compo est ultra belle dans ces quelques plans, qui vont revenir à la fin d'ailleurs en plus, parce que les quelques premières secondes du film c'est la fin. Et du coup, voilà, en termes de plans, d'esthétique, tout ça, tout ce qui se passe dans leur espèce de bar et tout, machin, c'est super beau. Même si on a quelques passages vraiment dans la pénombre où on distingue pas grand chose, et c'est pas comme si j'allais dire oui, comme j'avais dit dans Toutes pour une, où les peaux noires il faut les éclairer différemment parce que dans la pénombre on les voit pas. Non, là c'est avec des acteurs blancs, donc même avec des acteurs blancs dans la pénombre, les gars, faut mettre de la lumière, hein. Un petit peu en tout cas, parce que sinon on voit que dalle. Et donc là, je suis désolé, il y a une famille, un mari et une femme qui se font attaquer par quelqu'un à un moment. Quand la femme revient dans la maison et retrouve le corps de son mari avec l'agresseur, bah, pendant 30 secondes tu vois rien, je suis désolé. Donc voilà. Par contre, tout ce qui est peau noire, ça ressort plutôt bien, on distingue bien tout ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la réal, on a aussi, on a certains plans, longs, on n'a pas beaucoup de cuts. C'est vraiment un film d'ambiance qui prend son temps. On va avoir un espèce de plan à la Babylone à un moment, de Damien Chazelle, où pendant un concert, on va avoir la caméra qui va se diriger vers le chanteur, qui va faire le tour de la salle. On va voir plusieurs protagonistes qui dansent. On a plusieurs tours de la salle. On passe dans des recoins de la pièce. On revient, on repart, hop, machin, hop. Et ça, franchement, c'était fort techniquement. Donc au niveau réel, encore une fois, c'est Ryan Coogler. Visuellement, on sait que le mec défonce. Encore une fois, voilà. Donc à part quelques effets spéciaux en fin et début de film qui m'ont fait un peu tiquer, voilà, ça va. Il y a un effet spécial qui m'a fait peur. Au tout début du film, t'as un plan où tu vois les deux jumeaux, qui achètent leur futur rad là, et du coup, tu vois les deux Michael B. Jordan. Alors, l'effet spécial, il est incroyable, parce que vraiment, t'as l'impression que c'est deux jumeaux et que c'est pas le même acteur dupliqué. T'as vraiment l'impression que c'est deux personnes sur le même set, quoi. Et à un moment, il y en a un qui roule une cigarette à l'autre, et il tend la cigarette à l'autre. Et moi, j'ai été super attentif, je me suis dit, putain, c'est là, faut pas vous foirer, les gars. Au moment de l'échange de cigarettes entre les deux mains des deux acteurs. Et en fait, tu vois qu'il y a la main qui fait un truc bizarre quand il chope la cigarette. Hop, et j'ai fait, ah, je l'ai vu, c'était moche. Je l'ai vu, c'était moche, je me suis dit, putain, si c'est comme ça dès le début, ça va être compliqué pour le reste du film. Et bah non. Tout le reste du film, c'est nickel, parce que je crois que c'est la seule interaction qu'ils ont vraiment entre les deux. Sinon, ils sont dans le même plan, mais ils sont pas. Il n'y a pas d'interaction entre eux. Ils se prennent rarement dans les bras. C'est des mecs qui sont pas très démonstratifs. Et quand ils se prennent dans les bras, bah, c'est un plan où tu vois de face Michael B. Jordan et sa doublure qui est de dos. Et après, il y a un contre-champ, donc bah, là, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Par contre, il y a une scène de baston finale entre les deux frères. Et ça passe vraiment bien. Ça passe vraiment bien. J'ai pas vu les trucages. Je crois qu'il y a un moment où il y en a un des deux qui jette l'autre et il y a une espèce de flou cinétique un peu sur la doublure numérique, un peu vite fait, mais sinon ça passe. Vraiment, j'ai été bluffé par les deux Michael B. Jordan à l'écran. Là où... après l'histoire, elle est ce qu'elle est, c'est des mafieux, donc moi je suis pas forcément vendu, parce que bon, c'est pas un univers qui me plaît. Les mecs, ils étaient sous Al Capone, ils reviennent en Louisiane pour installer un peu leur territoire, pour regagner leur territoire. Donc c'est pas vraiment un truc qui me fascine, mais on va avoir quand même tout ce délire religieux et tout ce délire sur le mal, qui est d'ailleurs très bien introduit, voilà, dès l'intro du film. Le film commence par une narration. Bon, en général, c'est pas bon signe une narration, mais comme j'ai pas réussi à relier tous les points, bon, je vais rien dire là-dessus. Mais il y a une narration qui commence au début sur une ardoise noire avec du sable blanc. Et en fait, du coup, c'est un peu le style pierre noire craie blanche. Donc on dessine les zones d'ombre, les zones de lumière avec le sable blanc, et en fait le reste de l'ardoise te donne l'impression que ça complète le dessin.
Donc on te dit que la musique rapproche les peuples, c'est un moyen de communication extraordinaire, et c'est un moyen de communication tellement extraordinaire que ça peut faire venir des démons dans notre dimension ou je sais pas quoi. Et qu'il y a plein de cultures qui ont ce truc de la musique qui ouvre les portes de différentes réalités, je sais pas quoi. Et ce qui est, pendant la première moitié du film, un film de 3 personnages noirs qui reviennent en Louisiane et qui sont un peu qui ont été victimes du racisme et tout ça machin, et qui peinent à trouver leur place dans ce monde, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a une histoire de lynchage à un moment, il parle plusieurs fois du Ku Klux Klan, comme ils disent, donc le Ku Klux Klan. Il y a ça. Et puis la menace est représentée par une famille blanche au départ, qui en plus se fait contaminer, qui se fait contaminer par un homme blanc, mais les mecs qui se font contaminer par le mec blanc sont du Ku Klux Klan. Donc bon, voilà, et puis ils vont attaquer tous nos personnages qui sont noirs, à part une qui est une descendante de mulâtre, donc elle est blanche mais elle a des racines noires aussi. Bref. De toute façon, c'est du Ryan Coogler. Ryan Coogler, il parle des droits des Noirs. Depuis tous ses films sont basés là-dessus. Donc, c'était pas surprenant. C'était intéressant de voir comment il allait reparler de ça. Et là, il m'a un peu coiffé au poteau parce qu'en fait, je sais qu'il parle de ça, mais je comprends pas vraiment le rapport avec ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que... Quel rapport avec les vampires ? Et là, j'essaie de comprendre, je vois pas le rapport avec les vampires. Est-ce que les vampires, c'est une métaphore du racisme ? Parce que c'est amené par des blancs, c'est amené par un blanc qui va contaminer 2 autres blancs qui font partie du Ku Klux Klan. Parce que quand le premier vampire arrive dans la maison du couple, la porte s'entrouvre et il me semble qu'il y a une cape du Ku Klux Klan dans une pièce derrière. Je peux peut-être mélanger 2 scènes, mais il me semble que c'est cette famille concrètement qui fait partie du clan. Donc lui, il est mort et ils deviennent des vampires. Et ils vont attaquer notre petit groupe de personnes noires. Mais le problème, c'est qu'ils vont attaquer d'autres personnes noires. Donc, la majorité des vampires qu'on va voir dans le film sont noirs. Il y a même des asiatiques. Donc, je comprends pas. Si le vampire est censé représenter le racisme qui se répand, pourquoi tu fais des vampires noirs et asiatiques ? Là, j'ai pas compris. Et surtout, le vampire originel vient parce que le cousin des 2 jumeaux, le plus jeune là, a un don musical incroyable et il enflamme les foules avec sa musique. Donc, il me semble que le blues était considéré comme la musique du démon par les catholiques à l'époque. Donc comme le blues, c'est quelque chose que les Noirs ont développé à partir des chants qu'ils chantaient dans les champs de coton. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Ça vient de là, le blues. Et même à un moment, justement, quand il y a un des vieux qui parle de l'histoire de lynchage, en fait, il va se mettre à pleurer et au lieu de pleurer, il fait et il commence à chanter pour pas pleurer, mais pour exprimer sa douleur. Et il y a Stack, un des 2 jumeaux, qui dit à son cousin « Vas-y, accompagne-le, chante, sors ta gratte ». Donc, clairement, le blues est un héritage noir, qui vient de la souffrance des Noirs, qui a été considéré comme le chant du diable par les Blancs. Et donc, c'est cette musique qui permettrait la libération de cette souffrance noire qui attire les démons blancs. Ok. D'accord, ok. Ok, bon, d'accord, ça a du sens. Par contre, du coup, pourquoi les 3/4 des vampires sont noirs ? Si tu vas là-dedans, les vampires auraient dû être tous noirs. Mais comme... Enfin, je sais pas. Donc, voilà, c'est en ça que je vous dis que j'ai du mal à relier les points entre eux. Vous voyez, c'est comme Get Out de Jordan Peele. Get Out de Jordan Peele, il voulait faire un film d'horreur qui te met dans la peau d'un noir,
qui ressent le racisme et le fait de se sentir mal à l'aise dans un monde blanc. Donc le personnage est noir et toute la famille est blanche. Et les deux autres protagonistes noirs ont été corrompus par les blancs par rapport à l'histoire au niveau des échanges de cerveau et tout ça machin. Donc là je comprends. Parce que les ennemis sont majoritairement blancs. Là, le coup des vampires noirs, y a un truc qui se ferme dans mon esprit, je comprends pas. Est-ce que c'est ce qu'ils appellent les bounty? Est-ce que c'est les noirs qui se mettraient à se comporter comme des blancs et donc refuser leurs racines et tout ça et se retourner contre les vrais noirs? Je sais pas, je comprends pas bien. Donc en fait ça m'a empêché d'apprécier le film à sa juste valeur parce que je ne comprends pas bien le message du film. Donc si vous avez une interprétation de ça, je serais content de le lire parce que vraiment je bloque là. Il y a un truc que je comprends pas. Et surtout, il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça parce que à la fin, donc en fait c'est un blanc qui leur vend la Syrie, qui réaménage en club de blues. En fait, donc tu vois ce mec-là qui leur vend au début, machin, il les appelle boy, et donc eux forcément tu les appelles boy. En Louisiane en 1930, ça tique. Ils sont pas contents, ils disent non mais c'est juste comme ça qu'on appelle les gens chez nous. Parce que évidemment les esclavagistes appelaient les noirs boy. Donc voilà, ça passe pas. Et donc le mec dit non mais c'est comme ça qu'on appelle les gens chez nous, vous inquiétez pas, il n'y a pas de racisme ni rien. Et donc les mecs se détendent et ils font affaire. Et à la fin, une fois qu'ils sont libérés des vampires là, il reste qu'un des deux jumeaux vivants. Parce que son frère a été contaminé, c'est ça aussi, son frère a été contaminé, donc ils se sont battus entre eux, les deux frères ont voulu s'entretuer et tout, c'est compliqué. Et surtout, à la fin, le frère survivant apprend que en fait, le mec qui lui a vendu le rad, c'est un mec du Ku Klux Klan et qu'il était censé venir le lendemain matin pour les buter. Et au final, il survit à la nuit des vampires, et il va faire un carnage auprès des mecs du Ku Klux Klan qui vont venir le lendemain matin. Je vois pas trop comment tout s'imbrique en fait. Je comprends pas comment ça s'imbrique. Je comprends le délire qu'est le Ku Klux Klan, le racisme et tout ça machin, mais je comprends pas comment t'imbriques ça avec l'histoire des vampires et quel rapport ça a. En fait, ça a plus tendance à perturber le spectateur, donc moi. Mais moi, je suis peut-être un peu con, je l'avoue. Et je comprends pas bien vraiment comment tout ça s'imbrique ensemble. Voilà. J'ai pris quelques notes. Je vais regarder ça, parce qu'il y a des petits trucs intéressants qu'il me semble que j'ai pas abordé encore. Ah oui, la musique. La musique est excellente pendant tout le film. Ah tiens, la musique, oui, voilà. La musique est excellente pendant tout le film. On a des thèmes à la gratte... typique du sud des États-Unis des années 30. Franchement, ça cartonne, on a du blues et tout, machin, on a des chants et tout. C'est génial. Par contre, il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est que quand il y a les premiers vampires qui apparaissent, t'as des chants un peu métalleux qui arrivent. Et tu dis, ok, ça fait un peu bizarre, parce que ça fait 1h30 que t'entends du blues et du jazz et tout ça machin. Et d'un coup, tu te mets à entendre un peu de métal, quoi. Et du coup, moi, ça m'a sorti un peu du truc. J'ai fait, vas-y, pas ouf. Et sur toute la scène de fin, t'as le retour de ces chants. T'as des chants en 3 notes, genre oh, 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 avec derrière. Et ça fait bizarre. Mais il me semble que le métal aussi, dans les années 90-2000, avec Marilyn Manson et tout, ça a été un peu diabolisé comme la musique du diable et tout, machin. Donc, je comprends pourquoi il utilisait ce son, parce que, bah oui, t'as les vampires qui arrivent et tout, machin. Et surtout, pendant la scène que je vous ai décrit avec le long travelling à la Babylone, où tu vois toute la salle de concert, il y a le fait qu'on t'explique que la musique est tellement incroyable qu'elle transcende les générations. Et en fait, pendant cette scène, dans le bayou, dans les années 30, où le mec il est avec sa gratte et il fait du blues, pendant qu'il chante,
tu vas avoir d'un coup un mec à la Jimi Hendrix qui déboule à côté de lui avec des lunettes de soleil, avec des... on dirait un super-héros des années 80, qui commence avec de la gratte électrique, et d'un coup la caméra va pivoter vers la scène, et au lieu de voir le pianiste, et bah t'as un mec avec un set de DJ qui fait du scratch, avec du hip-hop et tout machin, et tu vois des b-boys qui commencent à danser et tout. Et après tu vas avoir des danses africaines typiques, vous savez les danses où en fait il y a quasiment que les pieds qui bougent, la personne reste avec les maquillages ancestraux et tout ça machin, où la personne reste quasiment figée, mais il y a que ses jambes qui bougent au niveau de ses pieds et tout ça machin. Et donc du coup tu comprends que la transmission et l'influence intergénérationnelle au cours de toute l'histoire du peuple noir avec la musique. Mais du coup, je comprends pas le rapport avec les vampires. Je comprends tout ça. Je vois les pièces du puzzle une par une, mais une fois que tu rassembles le puzzle, l'image, elle est floue. Tu vois, il n'y a pas une belle image. Donc, je dois peut-être être un peu trop con pour comprendre, mais j'arrive pas à capter le fond. Ça me dérange. On va revenir sur Michael B. Jordan dans le film, qui fait 2 personnages, donc, et qui fait 2 rôles différents. À l'image de Tom Hardy dans Legend, tiens, qui fait 2 jumeaux mafieux, bah là voilà c'est pareil. On va avoir Stack et Smoke. Smoke, c'est vraiment le mec un peu plus posé, un peu plus réfléchi, qui laisse pas trop transparaître ses émotions, qui est plus dans la réflexion. Stack, il va être plus extravagant, plus extraverti. On va le voir sourire beaucoup. Par rapport à Smoke qui lâche pas une expression et même au niveau de la voix, Stack il a une voix plus aiguë et Smoke a une voix plus caverneuse, donc il a vraiment fait un très bon travail sur son jeu d'acteur. Pour ceux qui en doutaient encore, Michael B. Jordan il confirme, il est très bon, parce que dans le même film en faisant 2 rôles, ils ont la même gueule mais c'est pas le même personnage, ça se voit et ça s'entend, ça se sent. Il a pas la même façon de se tenir. Smoke il est vraiment très stoïque, alors que Stack il va être plus dans la parure. Au niveau de ses vêtements il est plus flashy, au niveau de ses poses il prend plus d'espace que son frère, il fait plus de gestes et tout, alors que Smoke il est vraiment très concentré, il est très rigide comme personnage. Donc voilà, et c'est pas comment dire, c'est pas putassier comme différence. Voilà, il a pas exagéré le trait à mort. Non, on sent vraiment que c'est 2 personnes qui ont des personnalités différentes. Donc vraiment, bravo à Michael B. Jordan là-dessus. Et mention spéciale où, quand il joue Stack en voiture avec son cousin, et que son cousin se met à jouer de la gratte et à chanter, la gueule qu'il fait, genre putain mon cousin il est aussi balèze que ça, putain le pognon qu'il peut me rapporter, l'expression qu'il a, elle est géniale. Et je l'ai trouvé géniale. Et donc pour différencier Stack et Smoke, évidemment, Smoke va être représenté par le bleu et Stack va être représenté par le rouge. Évidemment, celui qui va se faire contaminer par le vampirisme, c'est Stack, parce que Smoke, on te le montre un peu plus humble, on te le montre qui est torturé par la perte de son enfant, qui va se recueillir sur la tombe de son enfant, qui va renouer un lien avec son ex. Et par contre Stack qui est dans la dépense, il est dans la prise de drogue, il est dans l'alcool, il propose de l'argent qui vient de la mafia et de l'alcool à ses pairs, et en gros il propose la perdition alors que l'autre il est plus sur des valeurs familiales. Et donc forcément, l'un est en rouge, l'autre est en bleu, c'est forcément celui qui est en rouge et qui amène la perdition, qui va se faire contaminer par le vampirisme, alors que Smoke, ça va être le héros, évidemment, et qui va accéder au paradis à la fin, quand il voit la vision de sa femme et de son enfant habillé en blanc. Voilà. Il y a un passage aussi qui m'a un peu gêné, dans le sens où, alors le film est pas clair, je trouve que le film est pas très clair dans ses messages, mais il y a un exemple où c'est beaucoup trop appuyé. On te dit au quart du film que Smoke et sa nana ont perdu leur enfant. On le voit quand Smoke revient chez elle et qu'il y a une petite tombe et il s'accroupit, il pose sa main. Il y a un biberon, voilà, il y a une pierre avec l'empreinte d'une toute petite main de bébé. Voilà, tu comprends qu'il a perdu un enfant. Et ils en parlent et tout machin. Et plus tard,
elle lui dit, pendant l'attaque des vampires, elle lui dit, si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi d'en finir avant que je me transforme. Et il lui dit, non, je peux pas faire ça. Elle lui dit, t'inquiète pas, si jamais ça m'arrive, il y a quelqu'un qui m'attend. Et toi, tu dis, ah d'accord, elle fait référence à leur enfant. Et une fois qu'elle dit ça, t'as un cut sur la tombe du bébé pendant 1 à 2 secondes, et après ça revient sur eux. Et t'es là, tu fais, mais non, Ryan, la subtilité, bordel, on avait compris, on n'est pas teubés. Et là, du coup, ça nique. Je trouve que ça nique la scène. Ça te fait sortir de la scène, tu dis, mais non, mais j'ai compris, je suis pas abruti non plus. Et moi, ça m'a, j'ai pas aimé. Donc voilà. Donc, clarifie ton message sur les vampires et la musique, et le Ku Klux Klan. Par contre, ça, on avait compris. Hein, merci. Ouais, et puis, on va revenir un petit peu à la réal, et puis on va s'arrêter là, parce que c'est un peu long quand même. Du coup, il y a un plan à la Darren Aronofsky que j'ai bien aimé. C'est quand Smoke, je crois, ou Stack, je sais plus, un des deux, rentre dans un magasin pour commander un truc. Le père asiate envoie sa fille chercher sa mère dans une autre boutique. Donc t'as le plan caméra qui part de la gamine qui sort de la boutique. La caméra va se placer au niveau de son dos. Donc on va avoir l'amorce des épaules et la tête de la gamine en plein milieu de l'écran. On va la suivre traverser la rue, aller dans la boutique, appeler sa mère, et à ce moment-là, la caméra va panoter de elle à sa mère pour se mettre exactement de la même façon, sauf que la mère est de face cette fois. Et on va reprendre la mère qui retraverse la route et qui revient dans le magasin pour reparler à son mari et à Stack ou Smoke, je sais plus. Donc voilà, on a un petit plan à la Aronofsky que j'ai bien aimé. C'est des plans à la con, mais moi j'aime bien. En une seule prise évidemment. Et dans la scène du lynchage, enfin la scène de l'histoire du lynchage dont je vous parlais, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que pendant que... C'est Slim, hein, le vieux, je crois. Pendant que Slim raconte l'histoire du lynchage, on va rester sur lui. Donc je crois même que c'est en un seul plan, je crois que c'est un monologue. Et pendant qu'il raconte son histoire, on va entendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il dit ouais machin, je sais pas, je me souviens plus trop bien de l'histoire. Il dit ouais, ils l'ont traîné, on va entendre vraiment des gens qui traînent quelqu'un par terre. Donc avec le bruit de terre et le bruit du corps et puis étouffé dans le fond, genre les ah help me et tout machin. Hein. Et quand il dit ouais, ils l'ont rué de coups machin, et on va entendre le mec qui fait et pendant qu'il raconte son histoire. Et ça donne franchement ça donne de la force au récit. Parce que t'entends, en plus de ce qu'il raconte, qui est une histoire très dure, et bah t'entends comme si ça se passait à côté de toi, quoi, et que tu détournais le regard. Et franchement, c'est très très fort comme scène. Et c'est à la suite de ça qu'il va, au lieu de se mettre à pleurer, il va se mettre à chanter, et que le jeune va l'accompagner à la gratte. Et on va finir sur la musique, qui est encore une fois très bonne. Mais j'ai envie de dire, c'est Ludwig Göransson à la musique, encore une fois. Donc il me semble que c'est le compositeur attitré de Ryan Coogler également, parce que Ludwig Göransson, il me semble qu'il a fait les Black Panther. Je crois qu'il a fait Creed, mais je suis pas sûr. À vérifier. Mais il a travaillé sur plusieurs projets de Ryan Coogler, donc là, encore une fois, c'est du très bon boulot. Voilà, donc, bon, là je tourne à mon boulot un peu en mode... personne ne sait que je suis là. Mais, en ce moment c'est compliqué chez moi avec le déménagement et tout machin. Je suis rentré tard du film, j'avais pas envie de réveiller ma copine en racontant mes conneries. Donc, je fais ça au taf. Et, voilà, je vous sors la vidéo, j'espère, ce week-end. Parce que je vais avoir mon bureau qui arrive demain matin, le temps que je le monte, que j'installe tout le bordel. Voilà, donc vous en foutez, mais je vous raconte ma vie. Hein, voilà. Donc, on essaye de reprendre ça. Je vais essayer de vous faire une critique de Blanche-Neige, voire de Minecraft, si j'ai le temps. Mais Blanche-Neige, il faut que j'aille le voir, quand même. Parce que là, je pense qu'on va avoir des choses à dire. Donc, pour conclure, Sinners... Voilà. Voilà, on sait pas trop, on est entre les deux. C'est pas une daube, c'est pas incroyable. Même si j'ai pas vu le film passer, je trouve que c'est un peu long pour ce que ça raconte. Comme c'est des mafieux, moi j'ai pas vraiment d'accroche avec les personnages. J'ai vraiment été juste accroché par le petit jeune qui joue de la gratte.
Après ça, je trouve pas que les personnages soient très attachants. Je trouve que le message est un peu confus. Je trouve que l'histoire est pas incroyable parce que, en gros, c'est plus ou moins un remake dans le bayou de Une nuit en enfer. C'est des bandits qui vont à Mexico, et une fois arrivés à Mexico, il y a une attaque de vampires pendant une nuit, ils doivent survivre, quoi. Et il en reste qu'un ou deux à la fin. Là c'est pareil, il en reste qu'un ou deux à la fin. Tout le côté blanc-noir, et j'ai pas bien capté le truc. Je vois à peu près ce qu'il veut dire, mais je trouve que le thème de la musique intergénérationnelle, mais qui attire le démon, plus le côté religion, plus le côté Ku Klux Klan, plus le côté mafia, je vois pas trop comment tout ça s'imbrique, vraiment. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Si ça vous a parlé, si vous avez compris, je veux bien que vous m'expliquiez en commentaire. Voilà. Donc, je pense que c'est un des films les plus sympas à regarder en ce moment, parce que, Blanche-Neige et Minecraft, ça va être compliqué. Si vous aimez les films de vampires, on a du vampire gore, on a des longs ongles, on a des dents, on a les yeux rouges, et on a de l'hémoglobine. Donc ça fait plaisir, c'est des vrais vampires à l'ancienne. Restez bien jusqu'à la fin. Après le générique de fin, il y a une petite scène qui finit le film, et elle est vraiment excellente. Je l'ai trouvée excellente. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Sur Internet, ça veut rien dire. On se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, bon dimanche.